Le gouvernement malien et les groupes rebelles du Nord Mali ont procédé hier à la signature du document de paix issu du processus d'Alger, signature en présence de nombreux chefs d'État africains dont le président Alassane Ouattara et de la médiation internationale. Le chef du gouvernement a inauguré le centre de traitement Ebola du CHU de Treichville. C'était au cours d'une cérémonie officielle hier en présence de plusieurs autorités. Ce centre, financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par l'Union européenne, servira à la prise en charge d'éventuels cas suspects. Dans ce journal, le bilan du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, dans la région de Lamé, ce sont plus de 400 millions de francs CFA qui ont été injectés et mis à la disposition des femmes de la région. Les fonds initiaux mis à la disposition des femmes ont été revus à la hausse à l'occasion de cette visite d'État. Et puis, en politique, la naissance d'une nouvelle coalition sur l'échiquier national pour conquérir le pouvoir d'État. Elle regroupe plusieurs formations politiques, une organisation de la société civile et 4 militants du PDCI-RDA. Ces 13 partis ont signé hier la charte de création de la coalition nationale pour le changement CNC. Voilà pour le sommaire, il est 20h, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Et la page culture ce samedi à suivre dans une demi-heure autour d'une œuvre faisant une approche spirituelle du pouvoir politique. Le titre de l'œuvre, Alassane Ouattara, et revoilà l'Afrique, le crépuscule des faux prophètes. C'est un ouvrage écrit par François Oka. Il propose des solutions aux différents maux qui minent le continent et constituent un frein à son développement après le déroulement de l'actualité. Actualité justement marquée par la signature par le gouvernement malien et les groupes rebelles du Nord Mali du document de paix issu du processus d'Alger. Signature en présence de nombreux chefs d'État africains dont le président ivoirien Alassane Ouattara dit fonder beaucoup d'espoir dans cette signature d'accord. Envoyé spécial à Bamako, à Ouattoré. La paix au Mali, une nouvelle phase du processus enclenché ce vendredi 15 mai pour amener la paix au nord du Mali, qui a connu plusieurs crises depuis 1960, avant d'être occupé par des groupes islamistes armés en 2012, jusqu'au lancement de l'opération militaire française Serval en 2013. Le président de la République Alassane Ouattara, qui s'est fortement investi dans la résolution de cette dernière crise, alors qu'il était président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, a tenu à être témoin de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Accord issu des pourparlers d'Alger et paraphé le 1er mars 2015 par toutes les parties. Plusieurs présidents africains ont pris part à cette cérémonie. La communauté internationale, qui a beaucoup travaillé au retour de la paix, a salué la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Les signataires, le gouvernement malien, la plateforme des mouvements armés républicains, 2 des 5 groupes armés de la coordination des mouvements de l'Azawad, les pays et les organisations régionales et internationales membres de la médiation conduite par l'Algérie se sont engagés à une meilleure mise en œuvre de cet accord, afin de mettre fin aux souffrances des populations. Et le représentant des notabilités du nord du Mali est venu apporter le soutien de ces populations à l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En tant que représentant légitime des populations des régions du nord du Mali, nous réitérons publiquement notre totale adhésion au présent accord de paix et invitons le gouvernement du Mali, les mouvements armés de bonne foi, ainsi que la communauté internationale à diligenter la mise en œuvre de l'accord dans l'intérêt supérieur de la nation malienne républicaine, laïque, une et indivisible. Vive la paix pour que vive le Mali. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est pour sa part félicité de la signature de cet accord de paix. Pour lui, la paix au Mali, c'est la paix en Afrique. Nous souhaitons tous la paix pour la République du Mali. C'est un pays frère, un peuple ami. Et la signature de cet accord est un bon début. Il faut maintenant la mise en œuvre pour que nous soyons tous rassurés et nous souhaitons beaucoup de chance au peuple malien. Au terme de cette journée historique et riche en émotions, le président de la République Alassane Ouattara et sa délégation ont quitté Bamako dans la soirée pour Abidjan.
Le centre de traitement Ebola du CHU de Treichville a été inauguré hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La cérémonie officielle s'est tenue en présence de plusieurs autorités. Ce centre financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par l'Union européenne servira notamment à la prise en charge d'éventuels cas suspects d'Ebola. Christelle Menant. 7 mois après le CHU de Yopougon, un nouveau centre de traitement Ebola vient d'être installé au CHU de Treichville. D'une capacité de 24 lits, il comprend sur 3000 m² des unités de soins et d'isolement. Il permettra de traiter tout cas suspect selon les normes internationales de prise en charge des maladies contagieuses. Ce centre aujourd'hui de Treichville vient en quelque sorte compléter ou donner un caractère de permanence à la capacité de la Côte d'Ivoire de traiter en toute sécurité et suivant des normes extrêmement strictes toutes ces maladies de nature virale. 13 véhicules de type 4x4 d'une valeur d'environ 250 millions ont par ailleurs été offerts par l'Union européenne. 188 millions de francs CFA ont aussi été affectés dans ce centre, en plus d'une ambulance et d'un pick-up pour convoyer les échantillons. Tout un dispositif avec celui de Yopougon qui porte à 50 lits la capacité des centres de traitement ivoiriens des cas éventuels de la maladie à virus Ebola. L'épidémie, la maladie à virus Ebola, a eu ceci de particulier qu'elle a été un révélateur de l'état de fragilité de nos systèmes de santé et a montré ainsi la nécessité d'une meilleure préparation en vue de faire face à toute menace sanitaire. C'est dire l'importance de la mise en place de ce dispositif ici, au CHU de Treichville. Accolé au service des maladies infectieuses du CHU de Treichville, le nouveau centre de traitement Ebola pourra accueillir les patients souffrant de maladies hautement pathogènes et contagieuses. Un autre emploi qui vient enrichir les fruits de la longue coopération Côte d'Ivoire-Union européenne dans le secteur de la santé. L'Union finance à hauteur de 10 milliards de francs CFA le projet d'appui à la redynamisation du secteur de la santé. Les ingénieurs agronomes de Côte d'Ivoire, regroupés au sein de l'AISA, s'ouvrent au grand public et aux autorités pour 2 jours. Une tribune pour apprécier le chemin parcouru, mieux décliner les perspectives, aussi souligner les facteurs bloquants pour une recherche agronomique plus performante. À l'occasion, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a salué l'action pertinente des chercheurs à l'essor économique national avec les performances dans ce secteur agricole, puis a exhorté enseignants et chercheurs du supérieur à reprendre le travail. Noël Niagno. 1980-2015, voici 35 ans qu'est née l'AISA, Association ivoirienne des sciences agronomiques. 35 ans au laboratoire pour donner à la Côte d'Ivoire des moyens de son développement économique avec comme catalyseur la recherche agronomique. Conséquence, l'agriculture ivoirienne seule génère plus de 70% des recettes d'exportation. Ce vendredi, les chercheurs ont marqué une halte pour s'ouvrir aux Ivoiriens, aux autorités, montrer les derniers fruits de leurs recherches, souligner les éléments susceptibles de constituer des facteurs de blocage. Une dotation budgétaire eu égard au statut d'utilité publique de l'AISA afin de nous permettre d'atteindre nos objectifs. L'appui de l'État pour l'organisation du congrès scientifique international en sciences agronomiques dénommé congrès AISA, dont la première édition se tiendra le 16 au 20 février 2016 à Yamoussoukro. L'érection du centre de documentation de l'AISA en un centre de référence nationale agricole, comme l'a recommandé le monde agricole à l'occasion du forum AISA sur la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Un appui de l'État à l'édition scientifique de l'AISA, dont l'expérience a dépassé les bornes de la Côte d'Ivoire et qui assure la promotion des scientifiques de Côte d'Ivoire et d'Afrique depuis plus d'une trentaine d'années. Réaction du ministre de la Recherche scientifique, le gouvernement est disposé à faire face à vos doléances. À preuve, la présence du Premier ministre à l'ouverture de vos assises. De plus, Daniel Kablan-Duncan est venu avec une information essentielle. C'est le lieu pour moi de lancer donc un appel au calme de la communauté des enseignants-chercheurs, nos différentes universités. Nos vaillants enseignants-chercheurs savent mieux que quiconque que la recherche des solutions durables nécessite parfois du temps. Je leur demande donc un peu de patience. Le président de la République est un homme de parole. Ils peuvent, ils doivent continuer à lui faire confiance. C'est fort de cela que des dispositions sont prises pour créer les meilleures conditions de travail des chercheurs ivoiriens. Le gouvernement s'attellera progressivement à renforcer les capacités du système national de recherche afin de doter notre pays d'un outil performant de développement. À moyen terme, la priorité accordée à la recherche devrait se traduire par un relèvement progressif et significatif des dotations budgétaires pour atteindre
1% du budget national. Pour le court terme, la recherche va bénéficier d'une dotation budgétaire de 500 millions de francs CFA apportée à 1 milliard et les doléances seront honorées. Arrêt pour jeter un regard dans le rétroviseur pour évaluer le chemin parcouru, mais aussi et surtout organiser avec rigueur l'avenir. Pour cet avenir-là, le siège de l'AISA a désormais une salle polyvalente. Pour le chemin parcouru, les dévanciers ont été honorés. On s'intéresse maintenant au bilan du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, fonds mis en place par la première dame Dominique Ouattara pour permettre aux femmes de réaliser des micro-projets générateurs de revenus. À l'origine, ce fonds a été doté d'un montant d'1 milliard, ensuite on est passé à 2, puis 3, avant d'atteindre aujourd'hui 6 milliards de francs CFA, au profit de 50 000 femmes bénéficiaires. Dans la région de Lamé, ce sont plus de 400 millions de francs CFA qui ont été mis à la disposition des femmes de la région. Les fonds initiaux mis à la disposition des femmes ont été revus à la hausse à l'occasion de cette visite d'État. Le bilan du FAFSI, c'est un sujet d'Abiba Dambélé-Sawé. Dans le district d'Abidjan, comme dans les régions de l'intérieur du pays, de nombreuses femmes subviennent aux besoins de leur famille, composée souvent d'une dizaine de personnes, grâce aux bénéfices de leur petit commerce. D'autres femmes parviennent difficilement à assurer la survie de leurs enfants. C'est ainsi que la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a lancé avec l'appui de son époux, le président Alassane Ouattara, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, le vendredi 14 décembre 2012 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, afin de financer les activités génératrices de revenus de ses sœurs et de ses filles sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, en ma qualité de première dame, et avec l'aide de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, j'ai pu donner vie à cette ambition que j'avais de vous aider. C'est ainsi que j'ai créé le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, spécialement pour vous. Dans le même temps, le Fonds de la Première Dame connaît un succès sans précédent auprès des femmes. Cette situation va justifier une augmentation du montant initial du FAFSI. D'un montant de démarrage de 1 milliard de francs, le FAFSI va passer à 6 milliards de francs. À la faveur des différentes visites d'État, l'épouse du chef de l'État a financé également les activités génératrices de revenus des femmes des régions suivantes. Région du Gontougou en novembre 2012, région du Tongpi en mai 2013, le district des Savanes en juillet 2013, la région du Gbeke en novembre 2013, la région du Bélier en décembre 2013, la région de Lifou en septembre 2014, la région de l'Indénié-Duablin en janvier 2015, le district du Bas-Sassandra en mars 2015, la région de Lagnébi-Tiassa en avril 2015. C'est pourquoi l'occasion de la visite d'État du président de la République dans la région de Lamé, les 8 et 9 mai 2015, ne fera pas exception à la règle. En effet, à moins de 48 heures, l'épouse du chef de l'État a financé des activités génératrices de revenus de ses sœurs et de ses filles de certaines localités de la région de Lamé, telles qu'Adzopé, Alépé, Akupé et Yakassé à Tobrou, en injectant des sommes additionnelles de 250 millions de francs, en plus des 150 millions de francs dont les femmes avaient déjà bénéficié, ce qui fait une valeur globale du FAFSI dans Lamé de 400 millions de francs. En effet, à Adzopé, la première dame a tenu à améliorer les conditions de vie de ses sœurs en mettant à leur disposition 85 millions de francs et 65 millions de francs à la faveur de la visite d'État, soit un montant total de 150 millions de nos francs. Les femmes d'Alépé n'ont pas été oubliées. Elles ont bénéficié dans le cadre du FAFSI de la somme de 70 millions de francs ajoutée aux 30 millions de francs dont elles avaient déjà bénéficié. La première dame a par ailleurs tenu, encore une fois, à ce que les femmes de la localité d'Akupé, qui n'ont jamais eu une activité et qui n'ont pas d'épargne préalable, puissent elles aussi bénéficier du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en plus de l'enveloppe de 35 millions de francs qui a permis de financer les projets des femmes d'Akupé, la première dame a investi 50 millions de francs dans les projets des femmes d'Akupé, et ce, dans le cadre de la visite d'État. Enfin, l'épouse du chef de l'État a financé les activités génératrices de revenus durables des femmes du département de Yakassé à Tobrou à hauteur de 50 millions de nos francs. Une manne financière qui va permettre à ces milliers de femmes d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Notons que plus de 50 000 femmes à travers la Côte d'Ivoire bénéficient déjà du FAFSI. Dans l'actualité politique, la naissance d'une nouvelle coalition sur l'échiquier national pour conquérir le pouvoir d'État. Elle regroupe plusieurs formations politiques, une organisation de la société civile
et 4 militants du PDCI-RDA. Ces 13 partis ont signé hier la charte de création de la Coalition nationale pour le changement CNC. Selon ses fondateurs, la transparence dans le prochain scrutin reste la priorité de cette nouvelle coalition. Léon Bro. Désormais, une autre alliance sur la scène politique nationale, la CNC, la Coalition nationale pour le changement, est un contrat entre 13 partis, 8 formations politiques dont leader de Mamadou Koulibaly et l'UDL de Martial Ahipo, une organisation de la société civile, la coordination des indignés de Côte d'Ivoire et les 4 militants du PDCI-RDA, candidats déclarés à l'élection présidentielle, Charles Konabani, Kouadio Konabertin, Kablambrou et Amara Essi, représentés par Prosper Kouki. En signant la charte de création de la CNC, les 13 partis ont affiché leur objectif commun, conquérir le pouvoir d'État en 2015 pour servir la nation autrement. Mais avec quel candidat? Dans les jours qui viennent, la coalition va définir ses modalités de combat. Sa priorité, ce n'est pas de savoir qui est candidat et qui ne l'est pas. Sa priorité, c'est de dire aux Ivoiriens et au gouvernement qu'il va falloir négocier les conditions des élections d'abord. Ces conditions évoquées par la CNC, les voici. Nous sommes pour la Côte d'Ivoire démocratique. Nous sommes pour des élections transparentes. Nous sommes pour la liberté et la démocratie dans notre pays. À cette autre question de la presse de savoir si la CNC se positionne comme l'alternative au RHDP et à son candidat unique, le président Alassane Ouattara, le porte-parole de la coalition est sans détour. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Évidemment, si nous avons des candidats, que Ouattara est candidat, depuis 3 ans lui il est, si nous avons des candidats, ce sera notre adversaire. La Coalition nationale pour le changement, toujours selon son porte-parole, est ouverte à tous citoyens et formations politiques qui partagent leur idéal, la promotion de la démocratie. À l'international, la situation au Burundi. À la demande de la France, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra demain des consultations d'urgence sur la crise dans le pays après la tentative de coup d'État qui a échoué à Bujumbura. Quelle est la situation aujourd'hui dans le pays? Sujet qu'on décrypte dans quelques instants avec Ousmane Zina. Il est politiste, enseignant-chercheur. Ce sera après ce récit de Sylvie Touré. 2 jours après le coup d'État raté contre le président burundais Pierre Nkurunziza, le parquet a entendu ce samedi 17 putschistes arrêtés au soir du vendredi 15 mai. Parmi ces hommes figure le général Cyril Ondari Rikié, le numéro 2 du mouvement qui a lancé le putsch contre le président Pierre Nkurunziza. C'est lui également qui a annoncé dès jeudi soir l'échec du coup d'État. Pour l'heure, lui et les autres prévenus sont accusés de tentative de renversement des institutions, mais ils ne sont pas encore inculpés pour l'instant, selon l'avocat du général maître Anatole Mibouro. Les avocats des prévenus dénoncent leurs conditions de détention. Ce samedi, à Bujumbura, l'inquiétude gagne du terrain chez les populations et les manifestations contre le 3e mandat du président burundais sont moins importantes. Dans son discours adressé hier vendredi au Burundi, Pierre Nkurunziza a appelé au calme en félicitant les forces de police et l'armée d'avoir protégé les institutions. Malgré ce discours d'apaisement, à Bujumbura, la peur demeure. La situation est très tendue. Ousmane Zina, bonsoir. Bonsoir, monsieur Garçon. Vous êtes politiste, enseignant-chercheur et avec vous on décrypte l'actualité au Burundi. Première question, un coup d'État raté, on ne s'y attendait pas. Oui, tout à fait. Il faut souligner d'abord que d'entrée de jeu que la situation burundaise est assez délicate. Effectivement, on fait face à une situation de contestation qui après tombe effectivement sur un coup d'État et un échec de ce coup d'État-là. Effectivement, comment expliquer cet échec-là? Il faut dire la société civile qui contestait dans la rue n'a effectivement pas suivi ce coup d'État, probablement parce que effectivement le général Niyombare s'inscrivait sûrement dans une logique revancharde et qui était un ancien proche
du président Nkurunziza. Et la question c'est, est-ce qu'il faut suivre Niyombare, qui était un ancien de Nkurunziza? Est-ce que ce n'est pas la même logique qui reviendra lorsque ce dernier-là se retrouvera effectivement au pouvoir? Et deuxième élément pour expliquer cet échec de coup d'État, c'est la dénonciation rapide des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui tenait effectivement un sommet sur la crise burundaise, et en même temps il y avait ce coup d'État-là. Et donc rapidement ces chefs d'État ont dénoncé ce coup d'État, et c'est qui a discrédité effectivement ce coup d'État sur le terrain. Aujourd'hui, la question que se pose tout le monde, c'est sur quoi s'accroche Pierre Nkurunziza? A-t-il, oui ou non, droit à un autre mandat, à un troisième mandat? Je pense que Nkurunziza, le président Nkurunziza s'appuie sur cette volonté de reconstruction du Burundi depuis 2005. Il faut souligner qu'il est arrivé en 2005 suite à l'application des accords d'Arusha de 2000, signés par les différents acteurs politiques et armés des différentes crises burundaises. Et Nkurunziza, il faut le dire, ces dernières années... Que disent ces accords? Ces accords d'Arusha prévoient que le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et dans l'optique du camp Nkurunziza, effectivement, l'idée de renouvelable 5 fois ne s'applique pas dans ce... renouvelable une fois ne s'applique pas en 2015. En ce sens que, effectivement, en 2005, Nkurunziza n'a pas été élu au suffrage universel direct, il a été élu par les parlements. Et donc, effectivement, le camp Nkurunziza se base sur ce fait-là pour dire que le président Nkurunziza a droit à un troisième mandat et peut effectivement se représenter pour les élections de 2015. Donc finalement, qui a raison? Disons que la réalité est qu'il y a une sorte d'interprétation au niveau d'Arusha et de la constitution burundaise. Mais la réalité, c'est que les accords d'Arusha se retrouvent dans la constitution burundaise, et que la constitution burundaise se base effectivement sur ce qui a été dit dans Arusha. Ce sont des jeux basés sur effectivement les thèmes tirés de la constitution et d'Arusha pour pouvoir effectivement rester au pouvoir d'État. Mais en réalité, il faut le souligner, il y a une volonté effectivement de conservation du pouvoir au niveau du Burundi. Aujourd'hui, dans cette situation confuse, que disent les chefs d'État de la région? Disons que dans un premier temps, les chefs d'État de la région de l'Est de l'Afrique ont dénoncé cette volonté effectivement de conserver le pouvoir en dehors effectivement des accords d'Arusha. Et à plusieurs reprises, le président tanzanien a rappelé qu'il fallait respecter effectivement l'esprit et la lettre d'Arusha, en ce sens que ce sont des textes assez fondateurs du Burundi d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ces textes-là ont réussi à calmer les conflits interethniques, à rééquilibrer effectivement le jeu ethnique dans la nouvelle gouvernance au niveau du Burundi. Et donc, c'est vraiment une inquiétude au niveau de la région. Et en même temps, le Burundi inquiète toute la région, en ce sens que effectivement, il peut y avoir une sorte de dynamique conflictuelle à partir du Burundi. Et donc, il y a eu une dénonciation effectivement des chefs d'État. Et actuellement, le processus des négociations sont en cours pour voir dans quelle mesure on pourrait effectivement juguler cette crise-là pacifiquement. Et justement, vous en parliez, cette crainte de voir les vieux démons identitaires se réveiller, est-ce qu'il ne faut pas craindre justement ce danger? Il faut forcément craindre, parce que de 1960 jusqu'à 1990, 92, 93, il y a eu une dynamique conflictuelle au niveau du Burundi basée essentiellement sur des conflits interethniques. Il y a eu des négociations politiques, après il y a eu des radicalisations de groupes ethniques, effectivement. Et donc les accords d'Arusha ont réussi effectivement à calmer ces clivages interethniques. Et il faut le dire, le président Nkurunziza est arrivé au pouvoir sur la base de cet accord d'Arusha qui a permis l'ouverture du jeu démocratique autour des ethnies. Et en même temps, la question, c'est de savoir si Nkurunziza n'applique pas Arusha et la Constitution, est-ce que l'idée qui était derrière Arusha, qui consistait à calmer le jeu ethnique et le conflit ethnique, ne reviendrait-il pas dans le Burundi actuel? Et donc, il faut vraiment appliquer Arusha pour que, effectivement, le Burundi soit totalement pacifié et que cette région-là ne s'embrasse pas. Aujourd'hui, le président Pierre Nkurunziza a repris la main contre toute attente. Ce sera quoi la suite?
Disons que il faut, au niveau des chefs d'État, les négociations doivent continuer. La communauté internationale doit vraiment surveiller le Burundi comme du lait sur le feu, parce que c'est un État qui est vraiment, vraiment fragile et qui dont la situation peut déstabiliser effectivement toute la région. Je pense que les négociations politiques internationales sont lentes, mais pour l'instant, il faut aller par la voie de la pacification. Et également, il faut savoir utiliser les termes, les mots, pour qualifier ce qui se passe au Burundi. Parce que sur la base d'un terme, d'un mot mal employé ou d'une solution mal utilisée, on peut finalement réveiller, effectivement, comme vous le disiez, les vieux démons, effectivement, de ce qui a fait le Burundi conflictuel dans les années 90 et dans les années 60 et 70. Dernière question sur place au Burundi. Comment entrevoyez-vous la fin de cette crise ? Disons que je ne veux pas faire de projection, mais les premiers éléments me disent que la situation risque d'être assez tendue et que si rien n'est fait, vous avez parlé d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, si effectivement rien n'est fait, le Burundi risque de sombrer et ce n'est pas la première fois. Merci à vous, Ousmane Djida. Je rappelle que vous êtes politiste, enseignant, chercheur et avec vous, on vient de décrypter l'actualité au Burundi. Merci beaucoup. Merci à vous. Retour à l'actualité nationale avec la rencontre prévue pour après-demain, lundi, entre les Atchans ou les Tchamans, peuple du sud de la Côte d'Ivoire et le chef de l'État. Rencontre qui aura lieu au stade d'Anono sur fond d'encouragement au président Ouattara pour ses actions de développement. À l'ordre du jour également, une proposition d'intégrer Alassane Ouattara dans l'organisation sociale traditionnelle Atchan en qualité de membre de la génération Dugbo et de la catégorie Djéou. Le commentaire est signé Gabriel Zani. Il est vrai qu'Alassane Ouattara est le président de la République, mais il est aussi vrai qu'étant à Abidjan, il se trouve sur la terre des chamans ou du peuple Atchan. Aujourd'hui, ils veulent recevoir le chef de l'État pour lui proposer d'intégrer la catégorie Djéou de la génération Douba au pouvoir dans l'organisation sociale traditionnelle Atchan, mais aussi saluer l'illustre voisin du village d'Anono. La rencontre aura lieu le 18 mai au stade d'Anono à Cocody. Nous voulons le rencontrer. Les thèmes sont choisis, c'est le président de la République, c'est notre premier voisin. Il fait des tournées dans le pays, il faut qu'on l'encourage. Ensuite, le chef de l'État a dégagé 53 milliards pour aider les villages ébriés. Ce sera l'occasion de lui dire à haute intelligible voix, merci. Alassane Ouattara a choisi d'établir sa résidence officielle de chef d'État à la Riviera Golf, quartier voisin du village d'Anono, une marque de considération que les Atchans ne peuvent ignorer. Nous passons le message de la sensibilisation. Sensibilisation pour la mobilisation de tout le village. Tout est prévu. Nous sommes, comme on le dit, pratiquement fin prêt. Nous faisons des réunions périodiques pour nous rappeler ce que nous avons arrêté comme dispositif pour cet accueil-là. Tout est prêt pour la rencontre qui crée un rapprochement entre le chef de l'État et les chamans. C'est aussi une réaffirmation de l'attachement à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques. Le précédent chef d'État, nous nous sommes déplacés à la présidence. Mais le président Alassane Ouattara a voulu se déplacer lui-même en personne pour se rendre dans un village Atchan. Voilà. C'est un honneur pour nous. Nous, les Tchamans, nous devions quand même bénéficier des retombées de ces visites comme les autres populations en bénéficient. Accès à la santé, à l'éducation, à l'emploi, ajouter à cela la construction d'infrastructures routières d'envergure, le président de la République doit être félicité pour ses programmes de développement. Mais un livre blanc lui sera remis afin de prendre en compte les préoccupations du peuple Atchan. Plus que 4 jours avant la visite d'État que doit effectuer le président de la République dans la région du Denguélé, nos équipes sont déjà déployées sur le terrain. L'une d'entre elles, portée par Alexis Ouedraogo, s'est arrêtée dans 2 villages, celui d'Iradougou et de Salon Kourani. Reportage. 17 h ce samedi, sur la route de Minignan, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, alors que s'étale devant nous le charme de gros villages, un pont se dévoile. Les populations de Salon Kourani l'appellent le pont du trésor. Il est l'œuvre d'un fils du village. Il a voulu souffler sur sa terre natale le vent du développement. À moins de 2 km, le village d'Iradougou. À 7 h, les femmes s'affairent à la cuisine pour que le repas du soir soit prêt.
Le chef du village nous retient, il nous expose ses préoccupations. Le problème le plus fort même, c'est à faire des bœufs. C'est qui quittent au Mali pour pouvoir entrer dans notre zone là. Les gars détruisent tout pour nous. En l'air là, on a le saison pluie, ça veut commencer. Mais tout le monde a peur d'aller dans son champ. Toi, tu allais travailler dans ton champ, ils vont venir gâter, tu ne peux pas parler un mot. Même si tu leur demandes l'argent, ils ne vont pas te donner. Ce qu'ils vont te donner, c'est trop peu. Autre point cité, la nécessité d'achever l'école du village et la maison des instituteurs. 18h, nous levons l'ancre, Iradougou sourit. Ce soir, ce village entièrement électrifié entend suivre le journal télévisé, persuadé que son message sera entendu. Message bien lancé en tout cas par l'RTI depuis Iradougou. Les examens à grand tirage démarrent le 26 mai prochain. Première étape, le CEPE. Ces examens prendront fin le 20 juillet avec la proclamation des résultats du baccalauréat. Des dates et précisions données par la ministre de l'Éducation nationale. Kandia Camara appelle également tous les acteurs du secteur à la mobilisation pour la réussite de ces examens de fin d'année. Moussa Konaté. Top départ pour les examens à grand tirage session 2015. Après une année scolaire de dur labeur, le moment est venu de tester les connaissances des élèves. La ministre Kandia Camara appelle alors à la mobilisation de toute la communauté éducative pour la bonne tenue de ces examens. Mes chers collaborateurs, une école tient d'abord par la crédibilité que lui confère son système d'évaluation. Pour les enseignants et les apprenants, c'est l'occasion d'éprouver le contrat pédagogique. C'est un rendez-vous crucial. Nous entamons donc ce jour une étape décisive de notre année scolaire. Pendant cette période, nous devons avoir à l'esprit une exigence à laquelle je tiens par-dessus tout, le professionnalisme. Agir ensemble pour des examens de qualité et une école performante. Thème de cette cérémonie de lancement des examens, ponctuée de séances d'explication sur la conduite à tenir lors des échéances. On se met au travail, que l'examen est bientôt, l'examen approche. Il faudrait que nous soyons vraiment concentrés durant ces 1 mois. Chaque examen apporte ses réalités, donc il faut rester vigilant, c'est le maître mot, et aussi appliquer les consignes à la lettre. Pour permettre aux responsables et administrateurs de mieux superviser ces examens, 26 véhicules de type 4x4 ainsi que du matériel informatique sont offerts. Les examens nous demandent, sinon nous obligent des déplacements à tout moment. Et il faut avoir un moyen pour se déplacer. Et généralement, ces jours-là, c'est souvent la saison des pluies et c'est ce jour-là qu'il pleut abondamment. Les tout petits du CPE et de l'entrée en 6e ouvriront le bal le 26 mai. Suivront le BEPC et le test d'orientation en seconde du 2 au 5 juin, les épreuves orales d'anglais et les écrits du 8 au 12 juin. Et pour terminer, les épreuves orales et pratiques du baccalauréat toute série se tiendront du 16 au 26 juin et les écrits du 29 au 3 juillet 2015. Bienvenue dans la page culture, ce soir autour d'une œuvre faisant une approche spirituelle du pouvoir politique. Le titre de l'œuvre, Alassane Ouattara et Revoilà l'Afrique, le crépuscule de faux prophètes. C'est un ouvrage écrit par François Oka. Il propose des solutions aux différents maux qui minent le continent africain et constituent un frein à son développement. Avant le développement de ce sujet avec notre invité, suivons ce reportage de Sita Soro. Livre politico-spirituel inspiré de la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire au lendemain du 19 septembre 2002, Alassane Ouattara et Revoilà l'Afrique, le crépuscule des faux prophètes, est l'œuvre de l'auteur François Oka. Dans cette œuvre, l'auteur aborde des questions d'ordre spirituel, politique et existentiel dans un monde en perpétuelle crise. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, selon lui, la crise politico-militaire aux allures d'une crise religieuse montre bien combien de fois la laïcité de l'État demeure un défi. Pour faire de la politique du développement, François Oka invite à respecter l'éthique morale et spirituelle du pouvoir, car un pouvoir d'État qui ne prône pas la tolérance, le rassemblement des peuples et le droit à la vie est un pouvoir qui court vers la destruction et à une disparition irréversible.
Alassane Ouattara et Revoilà l'Afrique, le crépuscule des faux prophètes, comprend 160 pages et est divisé en 4 parties. La première examine la place de la guerre dans la marche de l'humanité. La seconde pose la problématique de la providence sur les événements politiques. La troisième aborde les pratiques religieuses qui menacent la stabilité du continent. Et la dernière invite à une nécessaire reconversion des mentalités. Comme solution, François Oka propose l'alternance politique de type générationnel pour garantir le dynamisme de l'Afrique. Cela ne pouvant se faire sans la connaissance de l'obéissance aux lois spirituelles qui gouvernent la vie et l'exercice du pouvoir politique. François Oka, bonsoir. Bonsoir. Première explication, le titre de votre œuvre, Alassane Ouattara et Revoilà l'Afrique, le crépuscule des faux prophètes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alassane Ouattara et Revoilà l'Afrique, bien entendu, et Revoilà l'Afrique, les enfants d'Afrique retrouvés. Alassane Ouattara et Revoilà l'Afrique de l'espoir, Revoilà l'Afrique de la foi, Revoilà l'Afrique du devenir. Alassane Ouattara, Revoilà l'Afrique d'Houphouët-Boigny rêvé. Revoilà l'Afrique vers le chemin du développement. Revoilà l'Afrique de l'émergence. Alassane Ouattara, Revoilà l'Afrique. C'est tout simple. Pourquoi tout cela, tous ces concepts autour de la personne du chef de l'État? Alors, vous savez, dans ce pays, on a voulu faire d'Alassane Ouattara, je dirais, le héros de l'islamisme radical, c'est-à-dire pour ceux-là qui ne pouvaient pas avoir accès au pouvoir d'État. Alors que Alassane Ouattara avait son secret. La méthode politique fondée sur le principe de l'amour. Oui, la méthode politique fondée sur le principe de l'amour. Vous voyez, aujourd'hui, tout le monde veut accéder au pouvoir d'État. Tout le monde veut être président, en Afrique surtout. Mais est-ce que tout le monde a les qualités morales et surtout spirituelles d'accéder au pouvoir d'État? C'est ce qui m'a surtout inspiré. Dans votre ouvrage, vous prenez une approche spirituelle du pouvoir politique pour le développement de l'Afrique. Comment cela est-il possible? Alors, vous savez, l'accession au pouvoir d'État doit respecter des principes. Je vais dire des lois spirituelles. J'appelle loi spirituelle, je peux dire la loi de l'amour, la loi de la tolérance, la reconnaissance, le choix de la vie face à la mort, le choix de la tolérance face à la violence. C'est ce que nous appelons simplement les principes spirituels de vie. Alors, comment pouvoir accéder au pouvoir d'État, respecter effectivement ces principes de vie pour pouvoir conduire son peuple ou son pays au développement? C'est simplement l'amour. Et je pense que depuis très longtemps, depuis surtout 1999, j'ai essayé de suivre les politiques africains surtout. J'ai suivi les politiques africains dans leur démarche, dans leur façon d'être, et Alassane Ouattara a retenu particulièrement mon attention. Je ne fais pas une approche, je ne fais pas un essai politique. Je fais une approche du pouvoir d'État. Je n'analyse pas le politique. Je relate des faits vrais, des faits réels, vérifiés et vérifiables. Vous allez voir à la page 96 du livre que même en 2006, en août 2006, avant même qu'Alassane Ouattara ne soit président de la Côte d'Ivoire, il avait déjà amorcé le pardon et la réconciliation, l'amour. Ce livre est composé de 4 parties dans lesquelles vous mettez en exergue les lois spirituelles du pouvoir d'État. Quelles sont-elles? Alors, je le disais tantôt, quand on dit dimension morale et spirituelle, les lois spirituelles, ce n'est rien d'autre que le respect du prochain, ce n'est rien d'autre que le choix de l'humilité, ce n'est rien d'autre que le choix de la tolérance, du pardon, tout cela dans la démarche politique fondée toujours, je le répète, sur le principe de l'amour. C'est justement ce seul secret qui peut conduire une personne à l'accession du pouvoir d'État et au développement après avoir passé à ce pouvoir d'État. L'amour. En dehors d'Alassane Ouattara, quel autre personnage politique africain reflète ces valeurs spirituelles du pouvoir d'État, selon vous? Bon, on a eu souvent l'habitude de citer naturellement Houphouët-Boigny, mais ici, tout près de nous, on parle souvent de Nelson Mandela. Vous savez, le pardon, l'âme des hommes forts, la tolérance, l'âme des hommes forts. Donc, quand on parle de lois spirituelles, ce sont ces lois-là qu'on doit pouvoir respecter, observer, appliquer dans toute sa démarche politique, dans tous ses choix politiques. Sinon, on conduit tout peuple à la ruine. Alors, dans ce livre, vous parlez également de spiritualité, beaucoup de religion. Donc, concernant le rôle des hommes religieux, vous affirmez ceci à la page 95. Certains religieux ont mené la Côte d'Ivoire au bord du chaos.
l'Afrique moderne doit éviter ce genre de piège. C'est ce piège que vous qualifiez de crépuscule des faux prophètes. Alors, vous savez, dans ce pays, surtout chez nous, lors de la crise, on a voulu faire de ce monsieur d'Alassane Ouattara, je dirais, le héros de l'islamisme radical. C'est-à-dire, lorsque des hommes de Dieu s'insèrent dans les arcanes du pouvoir d'État et qu'ils voient que toute personne qui doit accéder à un pouvoir d'État doit appartenir à leur religion, c'est un danger pour l'Afrique. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Alors, est-ce que vous en parlez dans ce livre? Mais justement, je vous dis que ce livre relate des faits réels, des faits vrais. Vous avez ici, par exemple, voici, j'ai une preuve. Là, c'est une lettre qu'Alassane Ouattara adressait à l'un de ses pires détracteurs et ça date de août 2006, Alassane Ouattara, ancien Premier ministre. Pour vous dire que c'est des faits vrais, réels, que nous relatons dans ce livre, que je relate dans ce livre. Ce n'est pas des analyses politiques. D'accord. Et quel est l'intérêt pour vous de publier ce livre quand on sait que ça peut remuer peut-être le couteau dans la plaie? Alors non, il n'y a pas à remuer le couteau dans la plaie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne ce livre? Non, personne ne peut être gêné qu'on puisse faire la promotion de l'amour. Non. Si tant est que cet amour est incarné par une personne et un homme. Puisque vous êtes revenu dans le passé, vous parliez tout à l'heure de plein de choses négatives. C'est pour cela que j'ai parlé de bien au contraire, remuer le couteau dans la plaie. Merci, bien au contraire. C'est pour permettre à chacun d'entre nous de s'acquérir ce livre et de voir que, attention, il y a des secrets, il y a des lois, il y a des principes qu'il faut respecter si vous voulez accéder au pouvoir d'État et conduire votre peuple au développement. C'est ce qu'Alassane Ouattara fait et il a fait avant d'être président. Merci à vous, François Oka, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre, Alassane Ouattara, l'Afrique. Le titre de cette œuvre, c'est bien sûr Alassane Ouattara et revoilà l'Afrique, le crépuscule des faux prophètes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prenons soin de la Côte d'Ivoire, notre bien commun à tous. Excellente soirée. Bonsoir.